Bonjour et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème du conventionnement avec le FIP. C'est d'ailleurs la dernière rencontre pour l'année, mais d'autres se préparent probablement pour 2021. En tout cas, merci de votre fidélité. Alors, nous sommes encore en train de monter petit à petit en effectif, 42 personnes, un peu plus, je pense, d'ici quelques minutes, d'autant plus que nous avons élargi ce webinaire qui s'est organisé à partir de la région Bretagne, mais élargi évidemment aux autres régions de cette superficie que nous appelons le Grand Ouest. Alors évidemment, ce webinaire, il est là pour vous apporter de l'information, mais aussi pour apporter des réponses assez pratico-pratiques à vos interrogations, parce que vous êtes en train de réfléchir à une convention, parce que vous êtes peut-être en train de rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre de cette convention. Donc, nos intervenants sont là pour apporter leur contribution à clarifier finalement ce qu'apporte une convention, justement, et la manière dont elle peut être la plus utile possible. Voilà, nous aurons ce matin un mode webinaire avec plutôt un mode interactif qui sera sur le chat, donc n'hésitez pas à vous poser vos questions. Cet après-midi, pour ceux qui souhaiteraient travailler autour de l'intelligence collective, du co-développement peut-être, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire. Nous ferons ça sous forme de Zoom. Je pense qu'un lien a dû vous être adressé à ceux qui étaient intéressés. Mais si certains d'entre vous n'avaient pas eu cette information entre-temps, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour que nous puissions nous organiser. Je crois que nous retrouverons à 14h30 de mémoire, mais peut-être que Émile pourra le préciser dans le chat. Voilà pour ce qui concerne les éléments d'introduction. Alors, vous avez vu sur votre écran, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans ce webinaire d'abord Delphine Bellegarde-Rieu, que beaucoup connaissent, en tout cas ceux qui sont sur les territoires de Bretagne et des Pays de la Loire, donc qui est directrice territoriale au handicap. Christian Mabon, que vous avez vu à côté, chargé de projet convention handicap pour le FIP, donc certains l'ont peut-être déjà entendu, peut-être vu même, s'ils ont eu affaire à lui pour être aidés justement dans le montage de cette convention. Et puis Evan Mathieu, que beaucoup connaissent en Bretagne, qui est la correspondance handicap du groupement hospitalier Bretagne Sud, et qui vient apporter son témoignage et nous expliquer quels ont été justement les leviers, mais aussi peut-être les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette convention et dans la réalisation ensuite de cette convention. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vous propose, vous en avez maintenant l'habitude, de commencer tout de suite avec ce fameux quiz que vous voyez apparaître. Le conventionnement avec le FIP, eh bien, mon établissement s'y est déjà engagé. Ça m'intéresse, mais je n'ose pas encore franchir le pas. Hors de question, la convention, vous dites quoi? Eh bien, écoutez, ça va nous permettre de un peu mieux comprendre d'où vous venez et quelles sont vos attentes aujourd'hui. Alors, je laisse un peu monter les chiffres. Je suppose que vous les voyez également. Eh bien, nous avons pour le moment une majorité qui se dégage, mais qui est en train de diminuer sur mon établissement. S'y est déjà engagé, 53%. Mais ça m'intéresse, mais je n'ose pas encore franchir le pas, ça c'est bien, 26%. Alors bon, c'est peut-être pour le moment 5 d'entre vous, mais c'est intéressant de pouvoir apporter des réponses effectivement adaptées à ça. Et puis la convention ou quoi, vous êtes tombé sur ce webinaire un peu par hasard, mais vous êtes les bienvenus et on va tout vous expliquer sur ce qu'est la convention. Alors peut-être une première question à Delphine Bellegarde-Rieu, directrice territoriale en handicap sur les deux territoires dont j'ai parlé tout à l'heure, Pays de la Loire et Bretagne. Pourquoi conventionner, Delphine? Oui, bonjour à toutes et tous. Pourquoi on peut avoir de multiples raisons de conventionner. Tout d'abord, souvent, c'est pour structurer et rendre plus visible son action. En fait, dans les premiers échanges avec l'employeur, que ce soit à mon initiative ou à l'initiative de l'employeur, ce premier contact, on s'aperçoit que toutes les actions sont minimisées. L'employeur ne se rend pas compte de tout ce qui a déjà été mis en place dans sa structure. Et donc, ça permet déjà de mettre en lumière tout ce qui existe au sein de l'établissement, que ce soit des fiches de liaison qui sont mises en place entre la DRH et la médecine de prévention, par exemple, ou entre les différents acteurs, qui permettent une meilleure prise en charge et une action plus rapide vis-à-vis des personnels bénéficiaires. C'est aussi l'occasion, la convention, de mobiliser autour d'un projet commun.
finalement, c'est un sujet assez consensuel de vouloir développer une politique RH inclusive. Donc, on se rend compte que finalement, dans la structure, il y a de multiples personnes qui souhaitent intégrer ce projet et pouvoir agir pour rendre cette politique plus inclusive. Et puis, finalement, on s'aperçoit que les employeurs qui passent par la plateforme et qui ont donc un plafond d'accompagnement du FIPHFP de 40 000 € par an, ce plafond ne suffit pas pour développer une politique RH plus inclusive. Donc, l'établissement va avoir besoin de plus de moyens et d'avoir des moyens adaptés aux besoins des bénéficiaires de l'établissement. Donc, c'est aussi ça l'objet de la convention, c'est de déterminer des objectifs et d'allouer les moyens pour atteindre ces objectifs, et notamment les moyens financiers. Et l'avantage de la convention par rapport à la plateforme, c'est qu'il y a un versement du premier tiers des fonds de la convention. La convention va être sur une période de 3 ans et le premier versement a lieu dès la signature de la convention, ce qui permet d'avoir déjà les ressources nécessaires pour mettre en place toutes les actions, que ce soit pour le recrutement, pour le maintien ou pour la sensibilisation. Et puis finalement, le conventionnement, c'est aussi avoir l'appui et les conseils personnalisés du FIPHFP. En effet, l'employeur va bénéficier d'un accompagnement de 3 personnes pour chaque employeur, des personnes qui sont identifiées, nommément identifiées et avec toutes les coordonnées, à savoir le directeur territorial au handicap. Donc, il y en a un par région, qui est là comme maillon de proximité, qui est le premier interlocuteur et l'interlocuteur privilégié de l'employeur dans toutes ces actions d'intégration ou de maintien dans l'emploi. Il y a également le chargé de projet convention. En l'occurrence, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir Christian Mabon qui intervient à nos côtés, qui est là pour construire avec l'employeur le projet de convention et surtout lui apporter une expertise sur toutes les actions qui sont possibles et qui sont finançables par le FIPHFP. Et ensuite, il y a pendant toute la durée de la convention, une fois qu'elle existe, le chargé de suivi de convention, qui est l'interlocuteur privilégié et qui sera notamment là pour les bilans annuels qui seront à produire. Donc, il y a de multiples raisons et de multiples bonnes raisons, je dirais, de conventionner. Merci Delphine. Une question à Evan Mathieu, peut-être la même d'ailleurs. Quel est l'intérêt pour un employeur de conventionner? N'hésitez pas à remettre votre micro. Parfait, merci. Oui, en fait, moi, je rejoins Delphine Belgardrieux sur l'ensemble des points qu'elle a pu citer. Pour nous, ça a été vraiment l'occasion justement d'entamer une vraie réflexion sur la politique qu'on souhaitait mener en interne au niveau de la structure, de pouvoir justement la structurer. Et puis, un point important aussi et qui a été évoqué, c'est de à la fois mobiliser l'ensemble des acteurs sur cette politique et de fédérer aussi sur un projet commun avec des objectifs qui sont bien définis. Et notamment l'ensemble des directions fonctionnelles de l'établissement et aussi les organisations syndicales qui, chez nous, à l'époque, ne s'était pas encore vraiment emparé de cette question sur l'établissement. Donc, ça a été aussi un moyen de pouvoir les mobiliser aussi sur cette question. Et le fait de travailler sur cette convention, moi, je trouve, a aussi permis vraiment, d'avoir une réflexion plus profonde sur cette thématique et notamment de permettre aussi déjà de commencer à lever les préjugés qu'on pouvait avoir aussi sur la question à la fois du recrutement, mais aussi du maintien dans l'emploi
dès lors qu'on parlait de handicap ou de situation de handicap. Donc pour nous, ça a été vraiment sur ces points-là, enfin, où j'ai trouvé qu'il y avait un vrai intérêt à mener une convention. C'est aussi plus techniquement justement de pouvoir anticiper les besoins et de faciliter les démarches dans ce sens, dès lors qu'on peut bénéficier d'une enveloppe dédiée dans ce cadre-là. Et puis aussi, au final, de dynamiser notamment notre politique aussi de recrutement et d'envoyer un message assez fort sur l'attractivité de l'établissement. Merci beaucoup, Evan. Alors, la convention, elle se réservait à un certain nombre de privilégiés. Qu'est-ce que ça pèse pour le FIP? Un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre avec Christian notamment, et un premier quiz pour commencer, que vous allez voir apparaître. La question: combien de conventions ont été engagées avec le FIP en 2019? 26, 57 ou 89? Eh bien, vous avez pour le moment une bonne égalité avec un... Ouais, bon, globalement, allez, si le 57% a l'air d'être... le 57, pardon, convention a l'air de prendre un peu la première place avec 52%. Bon, voilà, et vous êtes 30% à dire 89. Alors, Christian, combien de conventions ont été engagées avec le FIP en 2019? La bonne réponse, c'est 89. Donc, on a présenté en comité d'engagement et en comités locaux 89 conventions qui se répartissent, donc 72 renouvellements et 17 nouvelles conventions, donc ce qu'on appelle des primo-conventions, c'est-à-dire des employeurs qui n'ont pas déjà signé avec le FIP. On intervient dans les 3 fonctions publiques. 8 conventions ont été signées avec la fonction publique d'État pour 9 millions 9 conventions avec les hôpitaux pour 3 millions 7 et 69 conventions pour la territoriale avec 22 millions, donc un total de 46 millions pour l'année 2019. Donc une importance, enfin une forte importance entre guillemets du conventionnement dans la politique du FIP pour aider effectivement les employeurs publics à structurer leur politique handicap. Merci pour ces réponses, Christian. Alors, on rentre dans cette première partie, tout savoir sur le conventionnement, tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Ça vous fait penser sans doute à un film, et sans jamais avoir osé le demander, sans doute. En tout cas, avec notre trio de choc, nous allons essayer d'y voir un peu plus clair avec tout de suite une première question à Christian Mabon également. Qui peut conventionner? Alors, qui peut conventionner? Tous les employeurs publics. Donc, j'insiste sur le terme public. Il s'agit d'un établissement autonome qui a son budget et une autorité politique propre. Après, on met une limite sur les effectifs parce qu'une politique handicap pour quelques agences, ça n'a pas trop de sens. Donc, une trentaine d'agences qui fait à peu près des effectifs entre 500 et 600 personnes, ce qui est tout à fait raisonnable pour mener une politique sur plusieurs années. Ensuite, le seul critère, c'est que cet établissement soit à jour des contributions qu'il doit verser vis-à-vis du FIP. Voilà, donc c'est des critères qui sont assez larges. D'accord. Alors, peut-être une question également à Delphine sur les dérogations. Enfin, comment ça se passe d'une manière concrète quand un établissement demande qu'est-ce qui est passé au CRIB, quels sont les autres critères au-delà des critères, on va dire, un peu objectifs ou des conditions requises qui fait qu'à un moment donné, on incite effectivement un employeur à conventionner. Le point de départ, je dirais que c'est déjà la volonté d'aller plus loin dans l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ça, c'est la première étape. C'est avoir envie de développer quelque chose de plus important, d'avancer sur cette question. Donc ça, c'est le portage, je dirais, politique, ou en tout cas au niveau de la direction de l'établissement qui va être très important, parce qu'après, ça se décline au niveau des équipes. C'est le premier
la première étape est l'étape essentielle pour que la convention puisse réussir. Donc, Après, les différentes étapes, en fait, une convention, c'est quoi? C'est un partenariat. C'est un partenariat entre le FIPHFP et l'établissement qui s'engage à faire des actions, que ce soit vis-à-vis du recrutement, du maintien ou de la sensibilisation, la communication au sein de sa structure, pour pouvoir mieux intégrer et mieux maintenir dans l'emploi les agents qui en ont besoin. Donc, on a effectivement des exigences, Christian en parlera tout à l'heure, mais on s'adapte en fait à la politique que souhaite mener l'établissement. Nous, on est en accompagnement de ce que souhaite faire l'établissement. Et ce que souhaite faire l'établissement, ça passe aussi par l'ensemble des acteurs, y compris les organisations syndicales et tous les maillons finalement. La réussite de la convention, elle va reposer sur chaque acteur de la collectivité ou de l'établissement public concerné. Donc, on imagine qu'à la fin de ce webinaire, les 4 ou 5 qui avaient dit moi, je me pose la question, sont absolument convaincus de la pertinence d'aller conventionner. À qui il faut que je m'adresse quand je suis employeur public pour mettre en place cette démarche, Delphine? Alors, le premier maillon, c'est le directeur territorial au handicap, avec qui on prend contact, ou parfois nous prenons contact directement avec des établissements qu'on aura identifiés de par son nombre d'agents et puis les interactions qu'on a pu avoir, notamment via les animations qu'on peut faire via le Handipact. Souvent, je rencontre beaucoup d'employeurs publics et de correspondants handicap via les animations du Handipact. La première étape, donc, c'est le DTH, le premier rendez-vous, déterminer ensemble au travers de questionnements et d'échanges assez libres ce qui est déjà fait dans l'établissement, vers quoi l'établissement veut aller, quel est l'axe de progrès, je dirais, de l'établissement pour mieux accueillir et mieux maintenir dans l'emploi. On a abordé assez rapidement tout à l'heure la question de qui peut conventionner. Est-ce que dans le cadre des groupements, par exemple, on peut se rassembler à plusieurs, et quel type de groupements sont acceptés dans le conventionnement, au-delà de la dérogation sur les effectifs? Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, peut-être Christian ou Delphine? Oui, toute personne Delphine peut conventionner, tout employeur public peut conventionner. Oui, tout à fait. Tout employeur public peut conventionner, quel que soit l'emploi. Alors après, pour les hôpitaux, on a par exemple les groupements hospitaliers de territoire, les GHT. Donc, alors soit c'est la structure porteuse du GHT qui pilote la convention pour l'ensemble de ces établissements. Pour la fonction publique territoriale, on a souvent, la métropole, la ville et puis le CCAS. Ça, c'est des structures qu'on rencontre assez souvent. Pour des communes, on a souvent la commune et son CCAS. Et puis, on a quelques exemples assez, disons, triviaux, comme par exemple la commune et son école de musique. Voilà, donc comme je le disais, tout établissement public autonome peut conventionner avec le FIP, soit seul avec certaines réserves sur les effectifs, ou soit en groupement avec d'autres établissements. Parfait. Merci beaucoup, Christian. Alors peut-être pour préciser un peu plus, parce qu'on parle de directeur territorial au handicap, la fonction que tu occupes, Delphine, finalement, quel est ton job et en quoi les conventions sont-elles une des actions importantes de ta mission? Alors, le rôle du directeur territorial au handicap, c'est d'être le représentant du FIPHFP en région. Donc, on est là pour porter la politique handicap au sein de la fonction publique, les 3 versants de la fonction publique. On est l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des acteurs du handicap sur le territoire qui nous concerne. Et on peut être interpellé par tous les acteurs, et y compris on anime et on pilote, et on est également financeur de plusieurs dispositifs, le dispositif d'emploi accompagné aux côtés de l'ARS et de la GFIP,
le dispositif Cap Emploi aux côtés de la Directe et de la GFIP et de Pôle Emploi. Et tous ces dispositifs qui sont financés et pilotés par le FIP et ses partenaires permettent de mieux intégrer et maintenir dans l'emploi. Et c'est vraiment notre volonté en fait. Et on va également nouer des contacts privilégiés avec les CFA, avec l'UNEA par exemple, pour pouvoir aller sur les axes prioritaires du FIPHFP, que sont le recrutement, le maintien dans l'emploi, également développer l'accessibilité numérique, développer l'apprentissage comme vecteur d'intégration des jeunes comme des moins jeunes, puisque l'apprentissage n'a pas de limite d'âge pour les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et du coup, accompagner les acteurs également en formation, que ce soit formation pour les bénéficiaires comme formation pour le collectif de travail, pour mieux comprendre les besoins de compensation de la personne. Merci beaucoup Delphine. Alors vous avez vu apparaître sur la carte ici les coordonnées entre guillemets, vous le retrouverez sur le site du FIP. Vous avez en fait normalement un directeur territorial au handicap par région et puis parfois deux comme c'est le cas pour Delphine. En Nouvelle-Aquitaine, nous allons avoir bientôt une nouvelle directrice territoriale au handicap à partir de début janvier en remplacement de Caroline Decarle pour ceux qui nous écoutent de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, alors je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le détail de la convention avec la question suivante. Quelle est la durée d'une convention? Et c'est dans votre onglet sondage, en tout cas ça va s'afficher dans le quiz. Quiz suivant. Bon, là je pense que c'est sans ambiguïté, ou presque. Ou presque, puisque quand même une personne un peu hésitée en disant une année, mais sinon vous êtes majoritaire à dire, enfin très majoritaire à dire 3 ans, 91%, et un à dire 5 ans. Alors, qu'en est-il? Peut-être une question qui s'adresse à Christian Mabon. Quelle est la durée de cette… Voilà, donc la durée, c'est 3 ans, qui peut être renouvelée une fois sur simple demande de la collectivité. Parfait. Alors, quelles sont les obligations de l'employeur en matière de suivi de la convention? C'est notre question suivante que je vais faire apparaître ici et que nous allons explorer ensemble, Christian, sur les obligations d'emploi. Voilà. Quelles sont donc les obligations, pardon, pas d'emploi, mais de l'employeur en matière de suivi de la convention? J'étais en même temps en train de tourner les pages et mon cerveau a du mal à faire deux choses en même temps. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a 2 obligations principales qui est d'identifier nommément un correspondant handicap qui sera le contact privilégié des équipes du FIP et de transmettre un bilan d'activité annuel tout le long de la convention. Donc, ce bilan, il est normalisé et on cherche toujours à le simplifier pour le rendre plus accessible, moins chronophage pour les équipes des employeurs. On va revenir tout à l'heure plus en détail sur la manière dont on construit la convention et du coup aussi peut-être ce sur quoi porte le bilan. Alors, juste pour garder le rythme, mais quand même dire que je remercie ceux qui répondent directement au chat à Jean Chauvin, je crois que c'est Jean, oui c'est ça, qui pose un certain nombre de questions, mais je vois que les réponses sont déjà apportées. Donc pour le moment, je n'interviens pas, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions qui restent sans réponse, on prendra ça en compte évidemment tout au long du webinaire. Alors, la question suivante dans le quiz, c'est la convention exonère-t-elle du paiement de la contribution? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous de répondre. Je laisse le suspense quelques secondes, mais vous êtes très majoritaire à dire c'est faux. Et c'est effectivement faux. Christian, que peut-on en dire? C'est tout à fait faux et petite précision quand même, les dépenses qui sont prises en charge dans la convention ne peuvent pas être intégrées dans le calcul de la déduction du FIP.
Donc, on ne peut pas avoir un double financement quelque part du FIP. Hein. Donc, effectivement, ça n'exonère pas de la contribution et il ne faut pas compter en double les dépenses. Parfait. Alors, essayons d'aller plus loin maintenant sur les étapes du conventionnement pour comprendre comment les choses se mettent en place et surtout comment on arrive à une belle convention qui est susceptible de pouvoir engager des tas d'actions. Eh bien, c'est ce deuxième chapitre avec peut-être un premier zoom sur les différentes étapes. On en voit 6 apparaître sur cette slide. C'est à peu près la même chose qu'un plan d'action, hein, prise de contact, diagnostic, peut-être un peu plus, un peu moins. Est-ce qu'on peut les passer en revue, Christian, et puis peut-être d'ailleurs faire intervenir Evan pour comprendre comment les choses se sont passées pour elle quand le groupement a été, ou s'est mis en demeure de conventionner. Allez-y, Christian. Donc, la première étape, c'était la prise de contact avec le Voilà, donc l'employeur contacte Delphine ou Delphine contacte l'employeur, mais disons, il y a un lien qui se crée au niveau local avec Delphine. Ensuite, Delphine me transfère en fait les informations. Je prends contact avec l'employeur. Et après, je lui envoie donc l'ensemble des documents. On a déjà souvent des premiers entretiens à ce niveau-là pour cadrer un peu le projet. Donc ensuite, l'employeur intervient sur une phase de diagnostic. Et une fois que le projet commence à avoir une certaine structure, avoir une première version qui peut être étudiée, qui peut être lue, eh bien, l'employeur me l'envoie et après, on discute sur le contenu jusqu'au moment de la validation. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours entre l'employeur, Delphine et moi sur ce sujet-là. Des fois, ça va très vite, des fois, ça va un peu moins vite. Mais l'idée, c'est d'arriver à la validation du projet et ensuite à l'aspect signature de la convention lors d'une cérémonie protocolaire. Voilà, très rapidement les étapes. On va y revenir un peu plus en détail. Peut-être une question à Evan Mathieu. Est-ce que vous vous y retrouvez dans ces étapes? Si vous deviez en retrancher ou en ajouter une, laquelle serait-elle? Votre micro. N'hésitez pas. Voilà. C'est bon. Oui, en effet, je me retrouve complètement dans les étapes qui ont été décrites par Monsieur Mabon, avec bien sûr des temporalités un peu différentes entre chaque étape, puisque pour nous, l'étape du diagnostic a été quand même assez longue, entre guillemets. Et je reviens aussi sur justement la nécessité tout au long de ces étapes d'avoir en effet des allers-retours réguliers pour pouvoir affiner les choses, etc. Je trouve qu'à chacune de ces étapes, nous, on a quand même pu compter sur la disponibilité et la réactivité des personnes qui ont pu nous accompagner à l'époque. Et ça, c'est vraiment important. On ne s'est jamais senti ni perdu, ni abandonné dans l'élaboration de ce projet. Donc, c'est vraiment important de dire qu'il y a en effet beaucoup d'allers-retours, ça prend du temps. Mais moi, j'ai trouvé que ces étapes-là avaient été quand même assez sécurisantes pour nous. Merci, Evan. Alors, on a comme première étape la prise de contact avec le ou la directrice territoriale au handicap. Pourquoi est-ce si important comme première étape, Delphine? Oui, cette première étape est importante et elle permet de poser le premier diagnostic. Au travers de cet échange. On va voir ce qui est déjà mis en place dans l'établissement. Comme je le disais tout à l'heure, souvent c'est assez minimisé, les actions de l'employeur sont minimisées, il ne se rend pas compte de ce qui est déjà mis en place. Et donc, au travers de ces premiers échanges, on va déjà identifier ce qui est mis en place pour ensuite déterminer les axes d'amélioration. Très bien. Je suppose également que la connaissance mutuelle qui s'instaure entre toi et l'employeur est aussi un élément qui favorise justement la capacité à penser ensemble, à enrichir aussi à partir sans doute aussi de ta propre expérience. Bien sûr, c'est un partenariat, donc il faut qu'il y ait une relation de confiance
on touche à l'humain, au social. Donc, il faut absolument qu'il y ait une relation de confiance entre l'employeur et le DTH et ensuite le chargé de projet et le chargé de suivi de convention, parce que on est sur une politique RH et donc la confiance est le maillon fort en fait de ce partenariat. Très bien, merci. Pour vous, Evan, Mathieu, en quoi justement la directrice territoriale qui vous a accompagné a pu vous permettre d'avancer dans ce projet de convention? Ça a été, la rencontre a été très déterminante pour nous parce que en fait la question se posait depuis un certain nombre d'années au sein de l'établissement. On avait tenté une première fois de franchir le pas et puis en fait on s'était rendu compte que on va dire qu'on n'était pas prêt réellement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas réussi à mobiliser l'ensemble des acteurs en interne pour aller dans ce sens. Et puis, quand on s'est décidé à rencontrer la directrice territoriale à cette époque-là, c'est vraiment la première étape pour moi qui a permis d'impulser vraiment la démarche, qui nous a beaucoup rassurés. Comme dit Mme Bellegarde-Rieu, c'est vrai que on a vraiment pu instaurer à ce moment-là une relation de confiance, vraiment aussi justement de pouvoir faire un état des lieux de ce qui existait déjà et au final de voir qu'on avait quand même au final, entre guillemets, beaucoup déjà avancé sur la question sans forcément s'en rendre compte réellement. Et de mémoire, en fait, ce premier rendez-vous-là, alors qu'on n'était pas forcément sur un calendrier aussi proche, nous a vraiment permis d'engager réellement la démarche et peut-être beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait envisagé au départ. Merci beaucoup, Eve-Anne. On avait comme deuxième étape le diagnostic. Alors, le diagnostic, c'est peut-être un terme extrêmement banalisé, en même temps qui fait peut-être un peu peur. C'est pourtant un préalable indispensable et c'est donc une étape importante, comme chacune d'entre elles, mais celle-ci particulièrement parce qu'il faut sans doute la structurer. Alors, pourquoi et comment est réalisé un diagnostic? Question qui s'adresse à Christian Mabon. Donc, tout simplement pour faire un état des lieux. Donc, comme le dit Delphine, il y a beaucoup de choses qui sont faites chez l'employeur, mais qui sont peut-être pas forcément rassemblées dans un seul endroit, dans une seule politique. Souvent, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'intervenants qui se coordonnent pas, qui se connaissent forcément pas. Donc, l'idée, c'est de faire un état des lieux de tout ce qui se fait et puis de mettre en valeur les pratiques de l'employeur. Donc, tout simplement, cet état des lieux, ça comporte quelques thématiques, une présentation de l'employeur, quelques éléments statistiques sur les ressources humaines, aussi bien sur les effectifs que sur l'emploi des TH. Ensuite, une description assez fine, et ça par contre, j'y tiens, sur la mission handicap au sens élargi, c'est-à-dire l'existence d'un comité de pilotage de la politique handicap, une instance de suivi des dossiers individuels, le rôle du référent handicap, un peu sa fiche de poste, et puis tous les prestataires en interne, comme par exemple la médecine de prévention, le service d'assistance sociale, les préventeurs, ergonomes, psychologues du travail, et aussi dans les RH, le service recrutement, le service formation. Donc, une mission handicap qui inclut tous les acteurs de la politique handicap et des fois, ça peut être une longue liste. Ensuite, effectivement, l'intégration de la politique handicap dans une politique beaucoup plus globale, souvent liée à la diversité ou à la QVT. Et puis, on demande effectivement quelques projections sur les effectifs à court et à moyen terme, donc sur les 3 ans. Voilà un peu les points que je souhaite trouver dans un diagnostic. Moi, j'avais envie de revenir quand même un peu plus en détail sur un certain nombre de points. Quand vous dites présentation de l'employeur et de son environnement, qu'est-ce que vous attendez à trouver dans cette présentation de l'employeur? Je suis un groupement hospitalier et je suis dans le sud de la Bretagne ou quelque chose d'autre? Disons qu'effectivement, savoir…
c'est pas pour moi, hein, c'est pour les membres du comité local. Donc, il s'agit de présenter l'employeur, à savoir quel employeur c'est. Est-ce que c'est un hôpital, un conseil départemental, une commune? S'il y a plusieurs intervenants dans le périmètre, les décrire. Donc, ça, c'est important. De préciser un peu la nature juridique de l'employeur, parce que souvent, on a quelques cas particuliers qui peuvent être assez surprenants. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de présenter l'employeur dans sa nature à la fois politique, juridique et administrative. Et ça peut représenter combien de pages? Oh, pas beaucoup, s'il vous plaît. D'accord, donc en fait… Deux pages. L'idée, c'est de situer géographiquement, parce que souvent, on a quelques employeurs dont je ne connais pas trop l'emplacement géographique. Donc, voilà, quelques précisions peuvent être utiles. D'accord, donc on est plutôt sur un exercice de synthèse, donc pas de panique dans la présentation de l'employeur, rien d'autre que vous ne savez déjà. Et on passe aux ressources. Voilà. Bon, il y a des petits points là, effectif, âge, métier, aïe aïe aïe, ça va jusqu'au Jérôme. Oui. Jérôme, oui, ce qui est important aussi dans la présentation, c'est de dire si on est multisite ou pas, parce que ça va avoir un impact sur la gestion des ressources humaines, d'avoir peut-être un maillon de proximité ou en tout cas mieux identifier le référent handicap de façon à ce que chaque site soit bien couvert et que chaque personne qui est dans une problématique de santé puisse savoir à qui s'adresser. Donc, il y a aussi dans cette présentation des éléments qui vont induire une politique RH plus particulière. Parfait, alors je reste avec nous Delphine. Les ressources humaines, qu'attend-on justement comme information? On a dit effectif, âge, métier, 3 petits points. Qu'est-ce qui va être important dans la mise en œuvre ensuite d'une stratégie? Présenter tout simplement les effectifs de la structure, alors les effectifs globaux, avec peut-être les différentes catégories, les différentes représentations de métiers, est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes, sur quelle courbe d'âge on va se trouver, et de la même façon pouvoir le comparer avec la population des bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour voir s'il y a des problématiques particulières vis-à-vis des agents bénéficiaires et pouvoir cibler l'action sur cette population. Et ensuite, les chiffres clés de l'emploi, c'est finalement un peu le pendant, c'est l'écho, c'est ce qui va permettre de mieux comprendre effectivement quelles sont les problématiques spécifiques à la situation de handicap. Est-ce qu'on va jusqu'à aux demandeurs d'emploi, par exemple, sur le territoire? Oui, bien sûr, puisque dans la convention, on a un aspect recrutement. On souhaite que l'employeur recrute des personnes en situation de handicap de façon directe, soit via l'apprentissage, soit via un recrutement en direct. Et effectivement, Pôle emploi ou Cap emploi, qui est un acteur un peu plus spécifique sur le handicap, va être identifié pour pouvoir pourvoir ces postes. C'était dur à dire. Effectivement. Une question à Evan Mathieu, comment vous avez conduit, vous, ce diagnostic chez vous? Alors, nous, on a fait le choix d'être accompagnés pour mener à bien le diagnostic. On a, au niveau de la méthodologie, on a déjà, pour faire un petit peu un état des lieux, justement de où on en était sur cette thématique, on a choisi d'interroger, de mémoire, une trentaine de personnes sur l'ensemble des directions, également des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et des organisations syndicales, pour avoir déjà un petit peu l'état des lieux justement de ce déjà de ce qu'on entendait par la définition du handicap, et d'avoir aussi un retour de comment eux envisager la politique qui était déjà mise en place dans l'établissement sur cette thématique-là. Donc ça a été un premier point. Après, on s'est aussi basé, comme le disait Monsieur Mabon, sur l'existant, c'est-à-dire sur nos bilans sociaux, sur les chiffres qu'on avait à notre disposition, sur les différentes aussi déclarations qu'on avait pu faire.
Et puis aussi sur du coup tous les dispositifs qu'on avait déjà pu mettre en place en interne, notamment des commissions de retour et de maintien dans l'emploi, la mission justement correspondant handicap qui avait été créée dès le mois de janvier 2016, justement pour accompagner toute cette démarche. Est-ce qu'il y a, au-delà de l'aide que vous avez reçue de l'extérieur et je crois qu'il a été financé, des leviers particuliers qui a fait qu'à un moment donné, ce diagnostic a semblé plus limpide, enfin plus évident en termes de plan d'action derrière. Enfin, ce qui fait en général la particularité du diagnostic, c'est justement que ça permet ensuite de rebondir sur des orientations. Est-ce qu'il y a un élément particulier qui pour vous a été saillant? Déjà, enfin, nous, la grande volonté de la directrice des ressources humaines de l'époque d'impulser cette dynamique. Donc, elle a aussi pu, comment dire, rapidement mobiliser l'ensemble des ressources internes pour établir ce diagnostic. Et puis, au final, on a vraiment senti qu'il y avait une volonté une volonté commune d'avancer sur ce projet et du coup avec voilà des personnes qui se sont rapidement investies sur cette mission-là. Alors, vous parliez justement des acteurs. Rentrons dans cette partie-là maintenant, chapitre suivant sur alors pardon, je mets ça, mais c'est un peu tôt, sur la mobilisation des acteurs. Avec une première question, quels sont ceux qui ont été mobilisés pendant cette phase? Et je reviens vers vous, Evan Mathieu, pour que vous nous disiez comment ça s'est passé, cette mobilisation des acteurs. En fait, on a établi rapidement un comité de pilotage sur la question pour permettre justement d'identifier les acteurs internes qui allaient pouvoir travailler à la fois sur le diagnostic, mais aussi sur la préparation justement du projet et de la convention. Et on s'est aussi rapidement comment dire, mis en mode projet avec justement la création de groupes de travail sur certaines thématiques qui ont permis d'avancer sur la question, avec vraiment une attention particulière à mobiliser vraiment l'ensemble des acteurs et d'avoir vraiment une diversité sur l'ensemble de l'établissement. À la fois, bien sûr, des représentants de la direction des soins, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la majeure partie des professionnels qui sont représentés au sein du groupe hospitalier, mais aussi de l'ensemble des directions fonctionnelles, la médecine du travail, bien sûr, et encore une fois, les organisations syndicales. Et d'ailleurs, on a toujours rendu compte de l'avancée à la fois du diagnostic, mais aussi du projet en lui-même lors des instances et notamment en CHSCT. Je vais être un tout petit peu taquin quand vous me dites mobiliser l'ensemble du personnel. Je ne sais plus combien vous êtes, mais vous avez 1200, 3000 personnes dans une réunion pour les mobiliser ou... Non, alors comme je disais, en fait, on a choisi des représentants de chaque direction. Bien entendu, on n'a pas pu mobiliser l'ensemble des agents, mais quand même un certain nombre d'acteurs. Alors, bien sûr, on a essayé aussi on va dire, de limiter, entre guillemets, le nombre de participants pour pouvoir travailler activement. Mais le comité de pilotage, par exemple, regroupait au moins une trentaine de personnes voilà, sur l'établissement et principalement sur l'idée du volontariat. Okay. Alors peut-être juste un point, on va dire, méthodologique. Vous voyez apparaître sur cette carte des jolies patates, entre guillemets, de couleurs, pour rappeler le fait que la mobilisation des acteurs, eh bien, elle a été étudiée par un certain nombre de chercheurs, et notamment, elle a produit cette carte sociodynamique. Alors vous voyez sur cette carte, eh bien, en fait, qu'il y a deux axes. Un axe qui
dit quelque chose de la synergie que les gens sont prêts à mettre, c'est-à-dire en l'occurrence de leur énergie, hein, combien ils sont capables de relever les bras. Donc c'est un axe positif, il va de 1 à 4, en tout cas on l'a gradué comme ça, et puis un axe un peu particulier qui est l'antagonisme, c'est-à-dire la capacité à être contre. Et donc lui, il est chiffré de manière négative. Alors quand on est peu antagoniste, c'est-à-dire qu'on est plutôt d'accord, on n'est jamais totalement d'accord, évidemment, mais au moins un petit peu, ou même pas mal, mais on est entre 0 et -1. Et puis plus on est en désaccord, c'est-à-dire plus on est furieux de ce projet, plus on va se retrouver à droite en -4. Et ce que ces chercheurs, on va dire en sociodynamique, ont pu démontrer, c'est que le noyau dur, il était constitué par ceux qui se trouvent en synergie entre 3 et 4 et qui se trouvent en antagonisme entre, on va dire, -1 et quasiment -3, c'est-à-dire en fait avec un sens critique assez important. C'était pas forcément ceux qui étaient, alors vous voyez, on les appelle les concertatifs ou les leaders, c'est pas forcément ceux qui étaient sans capacité critique. Et parfois, on s'est pas mal trompé, notamment avec les institutions représentatives du personnel, ou en tout cas les représentants syndicaux, dont les questions ont été parfois considérées comme une volonté de nuire, ou en tout cas de pas être d'accord, ou de toujours trouver quelque chose qui n'allait pas, et y compris d'ailleurs dans une thématique aussi importante que la thématique du handicap. Et bien en fait, c'est pas vrai. C'est parfois un certain nombre de personnes ont besoin d'être convaincus, et pour ça vont essayer d'objectiver une situation, savoir si toutes les conditions sont réunies. Et c'est eux qui vont permettre ensuite d'entraîner la base suivante, qui va être la base des hésitants. Et la base, alors il faut remontrer le schéma, la base des hésitants et ensuite la base des passifs, qui sont le gros de la troupe. Les concertatifs leaders sont ceux qui sont les plus impliqués, donc le noyau dur est constitué par eux. Mais les donnants-donnants, qui sont les fameuses personnes qui vont être capables de remonter dans le groupe, eh bien, vont ensuite avoir une voix qui va porter auprès des hésitants et des passifs qui de toute façon, eux, ne bougeront pas parce que ça ne les concerne pas directement, ou ils ont d'autres chats à fouetter. Voilà. Et une deuxième chose qu'on peut dire sur cette sociodynamique, c'est que, alors c'est moins le cas évidemment sur une thématique du handicap, mais pourquoi pas, mais quand vous êtes sur un autre projet, c'est que quand on a identifié chacun de ces acteurs, ça ne sert pas à grand-chose de consacrer beaucoup de temps à essayer de mobiliser les déchirés, voire les révoltés, qui de fait vont avoir une bonne raison d'être contre, simplement parce que ça leur enlève sans doute quelque chose. Et voilà, et les opposants pas plus, mais ils mettront pas beaucoup d'énergie. Voilà, ça c'était juste la petite explication méthodologique pour dire que, évidemment, on ne peut pas, et vous comprenez le sens un peu perfide de ma question de tout à l'heure, on ne peut pas arriver à mobiliser absolument tout le monde, mais il faut constituer des noyaux durs de ceux qu'on sent les plus engagés possibles, mais qui en même temps vont avoir une vraie capacité critique de façon à pouvoir embarquer les uns et les autres. Alors, je vous propose de passer à l'étape suivante, c'était l'accompagnement au montage du projet. Donc, qu'est-ce que contient cette étape d'accompagnement au projet? Eh bien, je propose peut-être à Delphine de nous en dire 2 mots. Je veux bien apporter une information complémentaire par rapport à ce que disait Evan tout à l'heure sur la mise en place d'un comité de pilotage et de suivi de la convention, donc notamment pour établir un diagnostic et des axes d'action. Certains employeurs, et un bon nombre d'ailleurs d'employeurs, mettent en place également des groupes de travail sur certaines thématiques, par exemple sur le recrutement. Et donc, ils vont associer non seulement des acteurs internes qui vont avoir une action sur le recrutement, mais aussi, par exemple, Cap Emploi ou des représentants de CFA pour pouvoir développer un partenariat avec ces structures et mieux accueillir dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà pour cette petite précision, mais c'est vrai que les groupes de travail permettent à la fois de poser un diagnostic, mais aussi de construire les actions futures de la Convention. Parfait. Du coup, la question sur l'accompagnement au montage du projet, mais merci d'avoir donné cette information complémentaire, Delphine. Quels sont Sur l'accompagnement au montage de projet, il y a deux acteurs principaux, le directeur territorial au handicap et le chargé de projet de convention. En l'occurrence, vous avez Christian Labon aujourd'hui, qui vont accompagner l'employeur dans
toute sa structuration en fait et dans toute sa réflexion pour savoir comment mieux porter sa politique RH finalement et mieux accompagner. Donc c'est principalement ces deux acteurs-là et également, comme le disait Evan tout à l'heure, on peut faire appel à un prestataire extérieur pour poser le diagnostic et établir un plan d'action. Ce qu'on peut constater avec Christian sur les employeurs qui font appel à un prestataire extérieur, c'est qu'il faut être vigilant sur le fait de ne pas reporter la charge sur le prestataire extérieur. Il ne faut pas se désengager. Certains employeurs vont faire appel à un prestataire extérieur, mais après, une fois que la convention est mise en œuvre, il faut s'en saisir. Donc, plus on est tôt dans la démarche active en fait de mise en place de la politique RH inclusive, mieux ça se passe. On s'aperçoit que quand on fait appel à un prestataire extérieur, sur la première année, la mise en place de la politique RH inclusive va être plus compliquée que lorsque tout a été fait en interne. Alors, ça demande plus de travail en amont, mais finalement, la politique se met plus facilement en place et les objectifs de la Convention sont plus facilement réalisés également. C'est la question sans doute du portage qu'on a vu tout à l'heure, hein. Qui se mobilise, qui relève les manches, et quand on a commencé à s'engager, de fait, on va plus loin. Merci pour cette précision. Quel est le rôle particulièrement du chargé de conventionnement? Peut-être une question à Christian Mavon. On a entendu tout à l'heure Delphine nous parler de sa mission. Christian, vous apportez quoi? Quels sont les éléments que vous apportez, on va dire, dans cette étape-là d'accompagnement de montage? Disons que effectivement, quand on fait la première réunion avec les employeurs, je décris un peu mon rôle, hein. Donc, je suis vraiment là pour les accompagner tout le long du process d'instruction jusqu'au passage en comité local. Donc, l'idée, c'est qu'on garde un lien quasi permanent avec l'employeur sur à la fois les délais. Donc, on fixe ensemble un planning, des rétro-plannings, avec des engagements d'envoi de documents à des dates précises. C'est voilà, donc un peu une contrainte temporelle, mais aussi après sur les documents, sur le contenu. L'idée, c'est que les demandes de l'employeur soient compatibles avec les attentes du FIP. Donc, il y a tout un dialogue pour rendre compatibles les deux, pour qu'au final, le projet soit présentable à la fois en comité d'engagement devant le directeur du fonds et aussi devant les membres du comité local. Alors, ces attentes, hein, c'est très clairement le respect des enveloppes budgétaires, c'est aussi le respect des engagements de recrutement, c'est des précisions sur l'organisation qui sera mise en place et les actions qui doivent être conformes au catalogue des aides, et si l'employeur a des dépenses spécifiques sur le handicap, pourquoi pas les intégrer. Donc, il y a tout cet aspect à la fois méthodologique que j'apporte à l'employeur. Et souvent, ce que je dis à l'employeur, c'est, même si des fois, Delphine peut le témoigner, si je suis un peu tatillon, un peu, je dirais, je n'hésite pas à reformuler certaines demandes des employeurs. Donc, l'idée, c'est que je suis plus une personne ressource pour les accompagner. Mon objectif, c'est que le passage en comité local soit une réussite. Voilà un peu mon rôle. Donc, surtout pas un ennemi, surtout pas celui qui casse les pieds de tout le monde, même si des fois c'est le cas. Mais je suis plutôt la personne sur qui on peut compter, qui répond aux questions et qui permet de structurer le projet pour la réussite du projet. Je fais une petite parenthèse pour répondre à Anne Girard-Mailleux qui me demande comment on utilise la méthode que j'ai présentée tout à l'heure. En fait, nous, par exemple, dans un projet de conventionnement, la question va être de dire quel est le noyau dur, quel est le premier cercle à partir duquel il faut qu'on travaille avec des gens qui vont effectivement être capables de relever les manches et qui vont poser les bonnes questions et qui vont faire avancer, c'est-à-dire qui vont petit à petit s'aimer. Donc, du coup, on construit cette carte-là en rencontrant les personnes, en tout cas, on les pré-identifie au début, en les interrogeant, eh bien,
en fait, on leur met une note. Alors, on dit celui-là, il est plus 3, moins 2, etc. Donc, on comprend qui va être plutôt dans le noyau dur de ceux qui vont être très impliqués. Au contraire, il est totalement engagé, mais avec une absence peut-être d'esprit critique, etc. Et donc, quand on a cartographié nos acteurs, on met le nom des acteurs sur cette carte générale et on essaie de comprendre comment on va fonctionner avec, qu'est-ce qu'on va pouvoir demander, et évidemment, on spécifie à travers ces notations qui sont bien sûr insuffisantes pour se faire une idée, mais on spécifie ce en quoi ils vont pouvoir apporter et leur contribution, et en particulier dans les groupes de travail. Alors, c'était encore dans le sujet, puisque nous étions toujours dans l'accompagnement au montage du projet. Donc, peut-être une question pour vous, Evan Mathieu. Quels ont été les principaux appuis que vous avez pu trouver en termes de personnes dans l'élaboration de votre projet de conventionnement? Alors, nous, en fait, dans l'élaboration du projet de conventionnement, comme je vous ai dit, on a travaillé beaucoup en groupe de travail, et notamment avec à la fois donc des personnes quand même, on va dire, un peu plus spécialistes pour chaque axe et fiche action. Et puis après, on a beaucoup travaillé sur de l'appel à candidature. Et on a vu que parfois, et ça a été assez intéressant justement dans la démarche, c'est que dans certains cas, on avait presque une approche un peu timide, voire un peu bloquante des personnes qui étaient peut-être un peu plus spécialistes sur la question, et à l'inverse, du coup, une vraie envie et un regard nouveau de personnes qui n'étaient pas forcément au départ expertes sur la question, mais qui ont posé un certain nombre de questions qui ont permis d'élargir le regard et d'apporter aussi un peu de créativité dans la réflexion. Donc ça a été aussi un point important. Le témoignage pour nous des personnes justement bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui ont participé a été, je pense, dans certains cas vraiment important, voire parfois déterminant, pour justement permettre de confronter les deux situations, c'est-à-dire à la fois le monde un peu des décideurs et à la fois le monde des personnes qui justement se retrouvaient en situation parfois problématique et qui subissaient des fois un petit peu les décisions, ou les procédures qui étaient mises en place. Donc ça a permis aussi de pouvoir confronter ces deux regards-là et d'avancer. Et puis on avait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait aussi, et ça a été pour nous un appui déterminant, c'était notre propre directrice des ressources humaines qui était à la fois très sensibilisée sur la question et très dynamique dans la mise en place du projet. Et à partir du moment où la direction est forcément partie prenante de ce projet-là, c'est ce qui met en place la dynamique aussi du projet et l'envie de pouvoir s'y inscrire. Ce genre de projet, effectivement, ne tient que par l'engagement des uns et des autres, et il doit être aussi bien politique qu'opérationnel. Merci pour ces témoignages extrêmement instructifs pour nous. Revenons peut-être un tout petit peu plus sur des éléments, on va dire plus techniques, et notamment sur le contenu du projet de conventionnement. C'est notre 4e étape tout à l'heure dans le dessin. Qu'est-ce que ce projet de conventionnement doit intégrer? Eh bien, on va le découvrir avec vous, Christian, si vous le voulez bien, ce qu'il faut absolument trouver dans ce projet de conventionnement. Tout d'abord, la lettre d'engagement signée par, je dirais, la plus haute autorité de l'employeur, donc soit un élu ou un directeur, suivant le cas. Et ça, c'est tout au début du process. C'est généralement suite à la rencontre avec le ou la DTH. Donc, l'employeur s'engage sur une politique handicap. Ça, c'est, je dirais, le premier point très en amont donc de l'instruction. Donc après, moi, je prends le relais et j'envoie un certain nombre de documents à l'employeur, donc comme une fiche d'identification. Donc cette fiche d'identification
Alors, c'est juste un peu l'état civil hein, de l'employeur, mais cette fiche est très importante parce qu'elle sert à, comment dire, à rédiger la future convention juridique. Hein, donc, on y trouvera le nom exact de l'employeur, son adresse, son SIRET, etc., etc. Ensuite, on trouve les engagements de recrutement, hein, donc sur le suivi des effectifs, notamment en matière d'apprentissage, en matière d'insertion de contrats aidés, d'engagement sur la pérennisation, donc tout un ensemble d'indicateurs qui sont extrêmement importants pour le projet. Et puis, bah, comme on peut le lire, hein, le plan d'action, c'est-à-dire bah, que va faire l'employeur et les financements qui sont associés à ce plan d'action. Après, très matériellement, un relevé d'identité bancaire, hein, tout simplement pour pouvoir verser les acomptes sur le bon compte bancaire. Ça paraît un peu trivial, mais c'est nécessaire. Et puis après, donc le projet de convention narratif rédigé dans sa complétude. Alors justement, avec qui s'écrit ce projet pour vous, Evan, Mathieu? Est-ce que vous avez eu d'autres mains pour tenir le stylo, entre guillemets? Oui, alors du coup, principalement, le projet en lui-même sur la partie justement présentation de l'établissement, etc. Donc bon, bah, ça c'était clairement, on va dire le travail de la direction des ressources humaines que de le mener à bien. Sur les fiches d'action, clairement, c'est vraiment les groupes de travail qui ont pu élaborer l'ensemble des fiches actions. Et qui les ont écrites à partir des éléments de réflexion. Nous, on a très peu, au final, retouché ou retoqué ce qui avait été proposé en groupe de travail sur la partie, justement, des fiches actions qui avaient été élaborées. Alors, bien sûr, avec un aller-retour, comme on disait depuis le début, avec les représentants du FIPHFP pour permettre d'affiner les choses et d'avoir un projet qui était cohérent. Mais globalement, en fait, d'emblée, les groupes de travail s'étaient vraiment mis en mode rédaction du projet, et on a assez peu retouché ce qu'ils avaient pu proposer d'emblée. Votre rôle à l'époque était à peu près le même que celui d'aujourd'hui ou pas? Ou vous êtes arrivé peut-être en chemin? Non, alors en fait, dès le départ, en fait, moi, mon rôle, ça a été vraiment d'être, on va dire, en appui méthodologique, en appui technique aussi. Donc, j'ai participé à l'ensemble, notamment de chaque présentation à chaque groupe de travail sur les attendus, les objectifs. On était avec notamment le prestataire extérieur en appui technique disponible pour chaque groupe de travail. On était vraiment plutôt en suivi, plutôt qu'en, on va dire, qu'en rédacteur au final. Donc, c'est aussi ça qui a été intéressant, c'est de dire que le projet, il a vraiment été élaboré dans le cadre d'une démarche participative. Et c'est ce qui en a fait, entre guillemets, sa réussite aussi, quelque part. Avez-vous pour autant rencontré quelques difficultés en chemin? Et si oui, quelles ont-elles été? Enfin, ce qui pourrait peut-être éclairer ou en tout cas éviter de faire des erreurs à ceux qui souhaiteraient prendre la suite? Sur la partie du projet, pas forcément sur la partie de la convention? Oui, sur la partie de l'élaboration du projet et de la convention avant la partie opérationnelle qu'on va voir tout à l'heure. Quand on est sur une première convention, et c'était aussi notre crainte, c'est qu'on part de pas grand-chose, entre guillemets, pour permettre d'avoir une idée des besoins et de l'engagement qu'on pouvait avoir au sein de l'établissement. C'est un peu un saut dans le vide quand même. Et du coup, au début, ça a été assez compliqué d'avoir un cadrage justement pour chaque fiche action, de pouvoir sur quoi on pouvait se baser pour commencer à élaborer un plan d'action, qu'est-ce qui était pertinent ou pas, est-ce qu'on était soit
trop ambitieux ou pas assez. Enfin, ça a été vraiment une question. Et ça, pour le coup, que ce soit la directrice territoriale ou le chargé de convention, ça a été vraiment des personnes très précieuses pendant toute l'élaboration du projet, justement pour nous guider et pour permettre un vrai cadrage de la convention. Même si, bien sûr, ils nous laissaient quand même très libres, au final, dans nos souhaits et dans ce qu'on souhaitait apporter. Mais malgré tout, ça nous a permis d'être complètement sécurisés dans la démarche. Merci. Je vous propose peut-être d'aller plus loin sur certains contenus de ce que nous avons identifié tout à l'heure dans le projet de convention. Moi, j'avais plusieurs questions qui m'intéressaient de clarifier, d'éclaircir, notamment sur la rédaction, par exemple. Alors, je sais quand on est en primo-convention, en fait, on part d'une page blanche, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Eve-Anne, mais il arrive aussi qu'on soit dans un renouvellement de convention. Donc, voilà, comment les choses se structurent à ce moment-là. Ne prenons pas que le cas de la primo-demande. Delphine, est-ce que tu as un avis sur la question, toi qui suis aussi ces renouvellements de convention? Oui, sur le projet de convention qui doit être rédigé, donc il y a la présentation de l'établissement et notamment ce qu'on souhaite savoir, c'est les actualités dans cette présentation de l'établissement, s'il y a eu des fusions, par exemple, que ce soit dans la territoriale ou dans l'hospitalière, ou des points particuliers que l'établissement souhaite communiquer. Pour les renouvellements, on souhaite qu'il y ait une partie bilan de la convention précédente, ou pour les primos, un diagnostic de la politique handicap pour présenter déjà ce qui existe dans l'établissement et qui seront les points d'appui pour établir cette nouvelle convention. Les chiffres clés de l'emploi des travailleurs handicapés, et puis faire une comparaison avec l'ensemble des agents de l'établissement. Présentation de la mission handicap. Donc, mission handicap au sens large, hein. On ne pense pas forcément qu'au référent handicap, qui sera une obligation, puisqu'on demande à ce qu'il y ait un référent handicap ou correspondant handicap, peu importe le nom qu'on appose à la personne. En tout cas, qu'il y ait vraiment une personne identifiée qui soit le premier maillon vers lequel les agents en problématique de santé pourront se tourner. Donc, dans cette politique de mission handicap, on va inclure toutes les personnes qui peuvent avoir un impact. Donc, les personnes de la DRH, évidemment, la médecine préventive, les infirmiers éventuels, l'ergonome, le psychologue du travail s'il y en a un, mais également la mission achat pour les achats responsables. Ça peut être vraiment toute personne en fait qui a un impact, de façon à quantifier en termes d'ETP quelle est la quotité pour chaque personne qui intervient auprès des agents bénéficiaires. On souhaite également voir dans la convention comment les organisations syndicales ont été mobilisées pour l'élaboration du projet. À minima, on souhaite que le projet de convention soit présenté en CHSCT ou en CT, ça dépend de ce que souhaite l'employeur, en tout cas que ça soit présenté de façon officielle aux organisations syndicales. Et puis ensuite, il y a toute la partie narrative de description du projet avec toutes les actions et tous les engagements de l'employeur sur la durée de la convention. Alors, avec toi, Delphine, on a vu quels étaient les éléments qu'il fallait voir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir, Christian? Vous qui avez l'expérience d'éplucher les conventions, qu'est-ce qui vous fait en général bondir et qu'il faut éviter de faire comme erreur? Déjà, un projet de convention trop long. Moi, je vois des fois des projets de 120 pages. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas très pertinentes dans le sujet. Donc, par rapport à ce que dit Delphine, ce que je recommanderais, c'est synthétiser l'information sur une trentaine ou une quarantaine de pages. Et c'est déjà beaucoup d'informations sur si peu de pages, mais on y gagne aussi en clarté
et même pour l'employeur en termes de rédaction. Souvent, il y a beaucoup d'écarts aussi sur la partie diagnostic. Les employeurs vont assez loin, voire trop loin dans la partie, comment dire, description des effectifs. Il y a certaines informations qui sont effectivement à la périphérie du projet, mais qui ne sont pas très pertinentes non plus pour l'analyse du dossier. Et ça contribue un peu à noyer un peu l'information la plus essentielle. Donc, ce que je recommanderais, c'est de synthétiser l'information, de rédiger son projet en une trentaine de pages, en une quarantaine de pages, en suivant un peu le plan qu'on propose. Parce que là, on retrouve toutes les informations qui sont nécessaires pour l'instruction. Vous allez avoir un certain nombre de, si ce n'est pas déjà fait, je pense, Émine va vous produire un certain nombre de supports qui vous seront bien utiles si vous voulez vous engager dans une convention. Evan, Mathieu, est-ce qu'il y a dans les différents éléments que nous avons évoqués du contenu de la convention, des points sur lesquels ça a été soit plus compliqué ou au contraire, pour vous, au contraire, des vrais leviers? Alors, sur la partie, justement, en fait, je pense que c'est elle qui nous a pris le plus de temps. Une fois qu'on avait élaboré l'ensemble de nos fiches actions, c'est vraiment la présentation du dossier de financement. Il faut qu'on soit au clair avec les chiffres, on sait aussi bien que ce projet-là, il s'inscrit, la vie continue pendant toute l'élaboration de ce projet, c'est-à-dire qu'on sollicite quand même un certain nombre de personnes qui sont eux-mêmes affectés à différentes missions et qui n'ont pas toujours de temps dédié à avancer sur ce projet. Donc, ça a été vraiment, voilà, de pouvoir, on va dire, mobiliser l'ensemble des acteurs et l'ensemble des données dans un temps défini pour pouvoir répondre aux attendus. Et c'est pas toujours simple. On s'est fait des fois quelques petites frayeurs entre guillemets pour être sûr d'être prêt à temps au moment voulu. Mais bon, on y arrive. Mais c'est sûr qu'il faut aussi être réaliste sur l'ampleur du projet que ça représente. Ça demande de la mobilisation et de l'investissement, ça c'est évident. Alors, arrivons justement sur l'échéance que vous commenciez à évoquer, on arrive au point de validation du projet. Quel est ce processus, Delphine? Est-ce qu'on peut peut-être le passer en revue à travers aussi la slide que nous avions préparée? Oui, donc il y a tout d'abord la co-construction du projet entre l'employeur et le FIPHFP. Ça prend une bonne période. Hein. On va quantifier à peu près à 6 mois, je pense, le travail. Transmission du projet sur une boîte mail générique qui vous sera communiquée et qui est déjà en lien sur le site du FIPHFP. Et transmission surtout du projet en amont du dépôt sur cette boîte générique au DTH et au chargé de projet convention, de façon à ce qu'on puisse faire les derniers ajustements le cas échéant et faire en sorte que le projet corresponde aux attentes à la fois du comité d'engagement présidé par le directeur du FIPHFP et aux membres du comité local. Pour décrire la composition du comité local. Donc, il y a 9 représentants des employeurs publics, 9 représentants des organisations syndicales et 5 représentants des associations de personnes en situation de handicap. Donc, il faut convaincre l'ensemble de ces personnes que le projet est réaliste, il est viable et il est surtout porté au plus haut niveau de l'établissement et ensuite décliné sur chacun des acteurs de l'établissement également. Donc ça, c'est vraiment important, cette phase de je convainc le comité d'engagement, le comité local, pardon, pour qu'il m'accorde la convention sur les 3 ans.
Comité local dont on peut dire qu'il est constitué de différents représentants associatifs, employeurs, syndicaux et évidemment État, enfin, avec notamment la préfecture. Delphine, si tu veux compléter. Alors, il est présidé effectivement par le représentant du préfet. Donc, en l'occurrence, sur mes 2 régions, ce sont les SGAR adjoints qui président, et s'ils ne sont pas disponibles, c'est le directeur de la PFRH. Mais effectivement, oui, il est multi-acteur et avec chaque acteur a son prisme sur le projet de convention et ses a priori. Donc, il faut convaincre l'ensemble de ces acteurs que le projet est tout à fait réalisable. Alors à ce moment-là, on arrive à une validation, on va dire dans le meilleur des cas, mais le plus souvent, que ce soit d'ailleurs le comité local ou le comité national, parce que certaines conventions passent au niveau national et sont ensuite déclinées régionalement, je crois, hein, Delphine. Pour la fonction publique d'État, effectivement, et pour les ministères, les conventions sont portées par la directrice nationale du FIPHFP et qui porte et qui assure les mêmes missions que le DTH en région. En fait, sur la présentation en comité d'engagement, là, le comité d'engagement va se positionner sur oui, le FIPHFP veut conventionner avec son employeur et il va valider le montant financier. Et ensuite, en comité local, le comité local vérifie si l'ensemble des actions qui sont citées dans la convention peuvent être réalisées en fonction des moyens alloués et présentés dans le projet de convention. Et l'employeur, en fait, vient présenter physiquement ou actuellement plutôt en distanciel via Teams en l'occurrence, son projet de convention. Donc, il faut qu'il prépare un support dans lequel il va décliner en fait sur quelques slides son projet, donc présentation de l'employeur, présentation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, de sa typologie, et puis ensuite des différentes actions et des moyens alloués, à la fois du financement demandé au FIPHFP et du financement apporté par l'employeur lui-même. Il y a cette partie cofinancement aussi qui est importante dans le projet de convention. Donc, c'est là, au comité local, où le projet va être vraiment adopté ou pas. En l'occurrence, sur mes régions, je n'ai pas eu de vote négatif, défavorable, mais ça a pu arriver et du coup, il a fallu reconstruire le projet avec l'employeur pour le présenter à une séance ultérieure. Et puis, après le comité local, il y a la production du document juridique qui est la convention, qui va être signé en plusieurs exemplaires. Et ensuite, lorsque cet acte juridique a eu lieu, on conseille aussi à l'employeur de faire une signature un peu plus protocolaire avec notamment des communiqués de presse et un événement sur site, avec le directeur du FIPHFP qui vient pour cette signature protocolaire et de façon à mettre en lumière en fait l'engagement de l'employeur et le partenariat entre le FIPHFP et l'employeur. On va y revenir juste après sur l'importance aussi de cette médiatisation. Peut-être une question à Eva Mathieu, pardon, sur la manière dont ça s'est passé et le conseil que vous pourriez donner, par exemple, à un employeur qui se préparerait à présenter sa convention au comité local. Alors, en fait, la présentation, je trouve, au comité local ne se limite pas à une simple présentation du projet en lui-même. Hein. Je pense qu'il faut qu'il y ait aussi, on va dire, un regard assez réaliste à la fois sur les points de vigilance, mais aussi sur les points forts de l'établissement et aussi, et c'est à un moment donné ce qui témoigne aussi de l'engagement, c'est d'avoir une idée assez claire sur les moyens qui vont nous permettre de réaliser l'ensemble des actions qui ont été présentées. Après, on en discutait
notamment avec Delphine Bellegarde-Rieu, la convention, c'est avant tout un engagement de l'institution, de l'établissement lui-même, et il faut que du coup elle soit portée au plus haut niveau. Nous, on a fait le choix de se présenter en comité local, à la fois avec, parce qu'on avait, on va dire, un changement de direction en cours de route, avec la directrice des ressources humaines qui avait porté l'ensemble du projet, et le nouveau directeur des ressources humaines qui, du coup, s'engageait à la mise en œuvre, entre guillemets. Donc, on s'est présenté à 3, et je pense que ça, c'est aussi important en comité local de montrer que la convention repose bien sur un engagement de l'institution et non pas sur une personne qui serait justement le référent handicap. Merci Delphine. 2 questions pour toi sur le chat. La première, quelle est la fréquence des comités locaux? La fréquence des comités locaux? Oui. Ce que dit le texte et le règlement intérieur, c'est qu'il y en a à minima 2 par an. Moi, j'en organise 4 par an, et donc il y en a souvent en début d'année, fin janvier ou début février, ensuite un en juin, un en septembre et un en décembre. D'accord, ce qu'il est pour mes régions à moi. Après, chaque DTH détermine avec le président du comité local son propre calendrier. En général, il y en a au moins un en juin et un autre fin novembre, début décembre. Alors, le comité local, il a C'est pour fonction effectivement essentielle de valider les conventions, et donc vous voyez qu'il y a largement la place, notamment en région en Bretagne et Pays de la Loire, pour présenter vos conventions. Il a aussi notre vocation, c'est aussi d'être un peu le trait d'union de l'engagement des différentes actions, et c'est le cas par exemple pour le Handipact qui vient présenter son bilan et puis parler, évoquer et enrichir aussi à travers la révision de ce comité local peut-être voilà, les quelques orientations à donner à l'avenir. Et puis c'est l'occasion pour vous évidemment de mieux vous connaître et d'être capable de pouvoir vous mobiliser. Il y avait une deuxième question, mais tu peux répondre aussi à celle-là, Delphine, de Jean Chauvin qui disait: voulez-vous rappeler de la composition du comité local? Dans les grandes lignes, sans doute, on ne va pas les passer en revue tous, parce qu'ils sont assez nombreux. La composition du comité local? Oui. Oui, alors il y a 9 représentants des employeurs publics. Donc 4 pour la fonction publique d'État, 3 pour la fonction publique territoriale et 2 pour la fonction publique hospitalière. Ensuite, il y a 9 représentants des organisations syndicales et 5 représentants des associations de personnes en situation de handicap. Voilà. Et ensuite, 3 personnes qualifiées. Et 3 personnes qui n'ont pas de voix délibérative. C'est 3 personnes qualifiées. Merci pour cette réponse. À Jean Chauvin, je vous propose de revenir maintenant sur cette dernière étape de la validation du projet, qui est ce qu'on pourrait appeler la médiatisation, enfin, une fois la signature juridique de la convention. Alors, vous voyez une belle photo dans laquelle on voit notre Marc Desjardins, directeur général du FIP, et un certain nombre de personnes que vous reconnaissez, Hélène Béranguier, etc. On vous voit également, Christian, pour une signature qui était peut-être au niveau national, je crois reconnaître les locaux peut-être d'un ministère, peut-être. Pourquoi c'est important cette médiatisation de l'engagement d'un employeur? C'est une question qui pourrait s'adresser à Delphine, peut-être, pour commencer. C'est important pour valoriser ce qui est fait par l'employeur, en fait. Ça permet à l'employeur d'avoir une visibilité vers l'extérieur et aussi en interne sur son engagement vis-à-vis de sa politique RH inclusive. En fait, c'est vraiment le point de départ et la mise en lumière de l'engagement de l'employeur vis-à-vis de ses agents. C'est important parce que il y a souvent des groupes qui vont se former, il y a des manifestations qui sont organisées lors de cette signature, et il y a également une médiatisation via des communiqués de presse qui sont faits par l'employeur et par le FIPHFP pour mettre en lumière ce nouveau partenariat ou ce partenariat qui se prolonge dans le cas des reconventionnements.
Et pour vous, Evan Mathieu, est-ce que vous aviez médiatisé cette première convention? Alors, étonnamment, non. La question, c'était pas posée de la médiatisation. Là, on arrive en fin de convention, donc on travaille à un nouveau projet. C'est une question qui va forcément se poser et qui permettra, je pense, justement de travailler sur à la fois la marque employeur de l'établissement, parce que c'est aussi une question qui se pose. Nous, au sein de l'établissement, on travaille en parallèle sur le projet qualité de vie au travail, dans lequel va s'insérer aussi le projet de convention. Et on parle aussi justement d'attractivité, de marque employeur, d'engagement de l'établissement. Donc, pour moi, ce sera vraiment important de médiatiser dans ce cadre-là la signature de cette convention. Merci. Alors, on arrive au jour d'après. La signature officielle administrative de la convention a été signée. Et donc là, maintenant, eh bien, on se lance dans l'aventure. Alors, pour vous, Christian Mabon, si déjà la convention n'est pas forcément un exercice de style, qu'est-ce que vous attendez dans la mise en œuvre de cette convention? D'abord que tout ce qui a été écrit soit mis en œuvre. Donc, dans cette convention, il y avait un aspect temporel qui est évoqué, c'est-à-dire le séquencement des actions. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on passe un peu de la théorie à la pratique, à la mise en œuvre. Après, ce document, c'est moi ce que j'en attends, c'est une réflexion sur la politique handicap. Donc c'est évident que tous les chiffres qui ont été évoqués, les plans d'action qui vont être mis en place, vont être confrontés à la réalité. Et je dirais, cette fois, on peut avoir quelques surprises comme cette année 2020. Donc, pour moi, c'est avant tout une réflexion sur des engagements qui doivent être mis en œuvre. Et je ne m'attache pas trop aux détails qui est écrit, c'est-à-dire quelque part, on a écrit qu'il va y avoir 1, 2 ou 3 actions qui vont être mises en place. Mais l'idée, c'est que cette réflexion aboutisse à la mise en œuvre de ces actions-là. Et s'il y en a 3 qui ont été réalisées conformément aux objectifs, on pourra dire bravo, mais s'il y en a qu'un ou s'il y en a 5, je dirais que c'est la réalité. Nous, ce qu'on attend, c'est que ça soit mis en œuvre, qu'il y ait une dynamique qui soit enclenchée, qu'il y ait des actions qui démarrent, qu'il y ait une espèce de boule de neige qui se fasse et qui s'accroisse. C'est un peu ce que je souhaite au travers de cette convention. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui nous disent oui, mais vous savez, si on écrit 3 et on fait 2, ça va pas être bien. Non, c'est pas ça. C'est l'idée, il faut mettre en œuvre et vous êtes confronté à la réalité et après, on va en tirer un bilan si les objectifs étaient surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Peut-être d'ailleurs, peut-on rappeler en termes d'objectifs que vous attendez nécessairement qu'il y ait un effort qui soit fait aussi sur l'accès à l'emploi et notamment, vous n'avez pas échappé qu'il y avait eu un Tour de France sur l'apprentissage. L'apprentissage fait partie des objectifs assez forts. Delphine, quelques mots sur tes exigences à ce sujet? Oui, dans chaque projet et convention, on travaille effectivement l'axe recrutement, non seulement le recrutement direct, mais également le recrutement via l'apprentissage. On croit fortement à l'apprentissage, qui est un moyen d'intégrer de nouvelles personnes dans la structure et puis de changer le regard aussi sur le handicap. On a souvent dans la fonction publique une vision sur le handicap de personnes un peu plus âgées et qui ont un peu subi le poids du travail, si j'ose dire, en tout cas avec des troubles musculo-squelettiques, par exemple, pour certains personnels dans l'hospitalière ou dans la territoriale. Et d'accueillir de nouveaux profils permet de changer le regard sur le handicap et permet finalement de développer une nouvelle vision de l'intégration de la diversité. Donc ça, c'est vraiment une valeur en laquelle on croit et qui est négociée dans chaque convention, le recrutement direct et via l'apprentissage.
Et puis, puisqu'on fait un effort considérable sur l'apprentissage et notamment en finançant 80% du salaire chargé de l'apprenti, on souhaite également une pérennisation d'un maximum d'apprentis à l'issue du contrat. Et la loi de transformation de la fonction publique va dans ce sens-là, puisqu'elle permet une titularisation directe à l'issue du contrat d'apprentissage. Alors, d'où le commentaire de Christian qui disait en 2020, ben, il y a eu un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas prévus, sans doute, dans les projets de convention et avec lesquels il a fallu s'ajuster. On comprend bien que vous n'attendez pas une application stricte de la réalité, mais bien un engagement, en tout cas volontaire et effectif de ce qui, enfin, des personnes en tout cas qui ont voulu signer cette convention, quels que soient ensuite les résultats. Peut-être une dernière série de questions à Evan, justement, sur la mise en œuvre de cette convention. Comment s'est-elle passée? Quelles difficultés particulières vous avez pu rencontrer? Peut-être quels sont aussi les bons conseils que vous souhaiteriez partager avant que nous mettions une conclusion à ce webinaire? Oui, alors la mise en œuvre de la convention, elle n'a pas été aussi simple qu'on l'avait envisagé au départ. On s'est retrouvé à faire face à un certain nombre d'écueils, que ce soit dans un contexte interne, notamment la mise en place d'une fusion avec 4 autres établissements qu'il a fallu préparer en amont et qui a mobilisé là encore beaucoup de personnes, et donc du coup qui a freiné pendant un temps, on va dire, la mise en place de la convention. On a de ce fait été accompagné aussi pour permettre de rédiger un avenant qui permette du coup de partager cette convention avec l'ensemble des sites qui nous rejoignaient. Donc ça a été intéressant, mais avec aussi toute la question de la communication et de la sensibilisation, notamment vis-à-vis de ces établissements qui n'avaient pas du tout élaboré eux-mêmes de conventions, pas du tout élaboré forcément de politique de handicap, et n'avaient pas non plus pu faire le choix aussi, de par leur taille, d'avoir justement des personnes référents handicap ou qui étaient investis dans cette démarche. Donc là, on a vu que on avait eu du mal un petit peu à démarrer cette convention. On a pu quand même être accompagné par le FIPHFP dans ce cadre-là pour pouvoir en rediscuter. On a fait le choix, nous, de demander un avenant pour justement permettre d'avoir une année supplémentaire, on va dire, dans le cadre de nos conventions. Donc, on a une convention qui a démarré au 1er janvier 2017 et qui se termine là cette année, qui s'est déroulée pour le coup sur 4 ans. Et je pense que pour nous, il a fallu vraiment presque 2 ans pour trouver nos marques, pour trouver vraiment, on va dire, un fonctionnement qui se mette vraiment en route. Je pense que pour certaines fiches actions, on avait aussi parfois été un peu ambitieux, et donc on se rend compte que notamment pour la prochaine convention, et c'est ce qui va nous servir, il va falloir réajuster certaines ambitions, certains engagements. Mais depuis 2 ans, globalement, et là où j'ai été un peu surprise cette année, parce que justement, on en parlait là, on a quand même, surtout nous, en tant qu'établissement de santé, été fortement impacté par la crise sanitaire, avec une vraie crainte aussi que ça puisse avoir un impact sur notre politique. On a la bonne surprise de se rendre compte en fin d'année que ça n'a pas du tout été le cas, au contraire. On a pu poursuivre la mise en œuvre des actions et au contraire même travailler dans le sens de la communication et de la sensibilisation, et on voit que là on arrive en fin de convention avec, je pense, un bilan qui est peut-être mitigé au départ, mais qui reste globalement positif si on se réfère notamment aux 2 dernières années.
Merci beaucoup et c'est effectivement encourageant de savoir que la crise sanitaire n'est pas forcément un frein, même si ça peut l'être parfois. Quel soutien peut-on espérer dans cette phase justement de déploiement, on va dire, de la convention, Delphine? Alors, il y a 3 acteurs principaux sur la durée de vie de la convention. Donc, toujours le directeur territorial au handicap qui ne vous lâche pas et qui reste toujours à votre disposition, quelles que soient les interrogations qui vont se poser ou les problématiques qui vont se poser pendant la convention. Vous avez également un interlocuteur identifié qui est le chargé de suivi de convention, de la même façon que Christian vous aura accompagné sur la construction du projet et la présentation en comité d'engagement. Pour ma part, c'est Sophia Migliorin qui s'occupe de la Bretagne et des Pays de la Loire, qui vous accompagnera en tant que chargé de suivi de convention et à qui vous aurez affaire notamment pour produire les bilans annuels et le versement qui en découle. Et puis, un acteur essentiel pour le FIPHFP, c'est également le Handipact, qui va vous permettre la mise en réseau avec les autres référents handicap, et puis également toutes les actions de formation, information dans le domaine du handicap et pouvoir identifier quels sont les bons acteurs sur le territoire pour vous accompagner non seulement sur le recrutement, mais également sur le maintien dans l'emploi. Merci. Alors, avant de terminer, un dernier conseil, une dernière alerte, peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous aurait envie de donner, ou l'un et l'autre d'entre vous qui aurait envie de mettre en relief peut-être quelque chose de particulier en guise un peu de conclusion sur cette modalité de conventionnement, de mise en œuvre, de préparation, etc. C'est la question piège, hein, pas du tout préparée, donc normal qu'il y ait un petit peu de blanc. Non, mais vous l'aurez compris en fait au cours de ce webinaire, et on a largement insisté sur cette question, c'est le partenariat et la notion d'accompagnement, de relation de confiance qui se crée, qui se noue avec le FIPHFP, entre le FIPHFP et l'employeur. Et ça, c'est vraiment un gage de réussite, et nous, c'est ce qu'on souhaite développer de plus en plus avec les employeurs publics, pour pouvoir apporter des solutions qui soient sur mesure pour l'employeur et les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qu'il emploie. Merci. Et pour vous, Christian? Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Delphine. Elle lâche pas ses employeurs au niveau local. Moi, je les lâche pas non plus lors de l'instruction d'un projet. Donc, je suis souvent proactif sur le sujet, et c'est souvent moi, des fois, qui reprend contact après une certaine période de silence de l'employeur. Donc, l'idée, c'est qu'on accompagne vraiment l'employeur, donc Delphine et moi pour la partie instruction, et après, Delphine est la chargée de suivi de convention pour la partie suivi de la convention. Donc, dans tous les cas, l'employeur est accompagné par 3 personnes, et souvent, même en cours, post-comité local, j'ai des questions des employeurs qui me sont adressées personnellement, et j'y réponds volontiers aussi. Donc, c'est effectivement, comme le dit Delphine, c'est l'accompagnement qui est primordial. Merci. Evan Mathieu, un dernier mot peut-être, conseil, recommandation. Oui, alors, moi je rejoins l'importance justement d'avoir des échanges réguliers avec nos interlocuteurs du FIPHFP. Et je rebondis aussi sur ce qu'a dit tout à l'heure Delphine, sur l'importance d'avoir une mission handicap qui soit partagée sur l'établissement, et partagée à la fois sur plusieurs têtes, mais aussi plusieurs compétences. Et c'est vraiment ça, pour moi, un des principaux vecteurs de réussite, à la fois de la constitution du projet, mais aussi de la mise en œuvre. Je pense que c'est un vrai risque. Ce serait un vrai risque de faire reposer le projet sur une seule personne, ou sur une équipe très restreinte.
Merci beaucoup pour vos interventions les uns les autres, extrêmement riches. Alors, en amont de cette réunion, nous avions demandé de réfléchir à la question suivante. Quelle est la problématique actuelle que vous souhaiteriez partager ou pour laquelle vous souhaiteriez obtenir une réflexion collective sur la structuration de votre politique handicap, que ce soit sur le conventionnement ou peut-être plus généralement aussi sur une structuration de cette politique comme un plan d'action. On n'a pas eu beaucoup de réponses de votre part pour le moment, mais un certain nombre d'inscriptions. Parmi les problématiques qui avaient régulièrement fait l'objet de peut-être une remontée auprès de Delphine et Christian, il y avait le portage pluridisciplinaire de la mission handicap. Donc, on peut évoquer ce sujet ensemble pour ceux qui veulent continuer avec nous à partir de 14h30. Et aussi l'implication des représentants du personnel, ou en tout cas la mobilisation d'une manière générale. Cet après-midi, de 14h30 à 16h30, on sera donc en échange de pratiques avec des ateliers selon le nombre qui va permettre justement de s'aider mutuellement à y voir plus clair et peut-être à trouver des réponses à des situations un peu de blocage. C'est-à-dire que dans une convention, il y a certes des éléments administratifs, certes une manière de concevoir, mais il y a aussi beaucoup de relations. La relation, parfois, elle est un peu difficile, un peu problématique parce qu'elle se confronte à des représentations. Donc, on va aussi travailler autour de cette capacité à pouvoir, si ce n'est lever les représentations, mieux les comprendre, mieux les intégrer et du coup, vous aider à mettre en œuvre ce plan d'action. Voilà, il me reste à vous remercier au nom de tous de nous avoir suivis jusqu'au bout sur un webinaire assez long, mais qui nous méritait. Vous savez maintenant, puisque vous connaissez bien et ça vous a été affiché sur le chat, que nous soumettons chaque fois notre traditionnel questionnaire d'évaluation qui nous permet toujours de progresser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère en retrouver pas mal d'entre vous cet après-midi. Et voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et excellente fête de fin d'année, puisque a priori, nous ne nous revoyons pas avant 2021. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.